Alors maintenant, on va prendre un peu de hauteur, un peu de recul avec notre prochaine intervenante, puisqu'il s'agit de Bernadette Bensod-Vincent, que j'invite à me rejoindre, et puis je vais vous la présenter. Bonjour. Alors je pense que vous allez au niveau du pupitre, sur lequel il y a une petite télécommande qui est présente ici. Alors Bernadette Bensod-Vincent est une philosophe, historienne des sciences, professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Académie des technologies. Et vous allez essayer de répondre à cette question, Bernadette. Devons-nous tout prendre à la mer ? Voilà, vous avez 20 minutes, Bernadette, questions comprises. Donc, je me permettrai peut-être de vous faire un petit signe, un moment, pour vous dire s'il est temps de passer aux questions avec le public. Je vous rappelle que vous pouvez, avec le QR code présent ici sur l'affiche et présent sur les programmes, vous pouvez poser vos questions. Oui, alors j'ai transformé un petit peu la question. Non pas peut-on tout prendre à la mer, mais plutôt, faut-il explorer les grands fonds marins ? Et d'un point de vue éthique, car c'est la question qui a été posée au comité d'éthique en commun, IFREMER, INRAE, et j'ai eu à plancher sur cette question pendant une année, et nous avons tenté de réfléchir à cela. La première idée qui est venue, c'est que de même que la conquête spatiale s'est développée depuis 1945 sur les bases de cette idée que c'était l'ultime frontière, et en particulier le programme américain lancé par Vannevar Bush en 1945 a lancé la recherche scientifique avec cette idée qu'il fallait toujours pousser la recherche au-delà des frontières et toujours explorer les ultimes frontières. Allons-nous entrer maintenant au XXIe siècle ? On est de nouveau dans un contexte de guerre froide. Est-ce qu'on va entrer à nouveau dans une conquête de l'ultime frontière qui sera cette fois les océans ? C'est une question. Et est-ce qu'on va faire les mêmes démarches, c'est-à-dire d'explorer en espérant, bien entendu, traiter les océans comme la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire qui va nous apporter des richesses, notamment des richesses minérales. Eh bien, ce n'est pas la seule vision aujourd'hui des océans. On l'a évoqué hier dans les tables rondes, puisque à cette vision des océans comme étant des écosystèmes à explorer pour la diversité biologique, il y a aussi une autre vision des océans comme ressources minérales à exploiter. Très curieusement, dans la langue portugaise, on utilise le même mot pour dire explorer et exploiter. Et comme ils ont beaucoup de surfaces marines et de côtes marines, c'est assez important. Et les troisièmes visions de l'océan comme un service écosystémique à préserver. Donc, comment on va se débrouiller avec ces trois visions ? Comment les faire cohabiter de manière raisonnable ? C'est la question qu'on s'est posée. Ça soulève deux questions éthiques fondamentales, éthiques et politiques. On va rejoindre beaucoup la gouvernance que Sophie vient d'évoquer. Une question éthique typique, c'est est-ce que le risque d'exploration qui peut conduire à l'exploitation et donc à la dégradation du milieu, est-ce que ce risque ne remet pas en question la valeur intrinsèque de la connaissance ? Deuxième question, est-ce que ça suffit d'avoir comme statut juridique des océans celui qu'on vient d'évoquer, qui est celui de patrimoine commun de l'humanité, ou est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin ? Est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouveaux statuts ? Je parle d'abord de la première. Notre société vit dans la tradition des Lumières, sur l'idée qu'il est mieux de connaître que d'ignorer. Et on ne va pas remettre ça en question. La connaissance
apporte, c'est la tradition des Lumières, elle nous émancipe, elle conditionne la liberté politique, Emmanuel Kant l'a bien souligné, tandis que ignorer, c'est se condamner à vivre sous tutelle, à ne jamais être libre, à être esclave, soit d'un pouvoir, soit de croyances erronées. Donc, vive la connaissance. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut connaître à tout prix ? Cette question n'est pas nouvelle. Elle a déjà été soulevée à propos de la recherche biomédicale. Si la recherche biomédicale conduit à dégrader l'objet de connaissance, les humains en particulier, ou les animaux, est-ce qu'il faut continuer ? Ou, on l'a vu aussi avec la génétique, lors de la conférence d'Asilomar, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un moratoire ? Donc c'est une question qui s'est déjà posée. Elle s'est posée et elle se pose encore aujourd'hui à propos de la recherche spatiale qui a un coût financier considérable, une pollution de satellites absolument et des enjeux géostratégiques qu'on ne contrôle pas toujours, surtout avec Elon Musk. Ça veut dire qu'il est important d'évaluer avant toute chose, et on l'a évoqué lors des tables rondes d'hier, les impacts des recherches, quelle que soit leur finalité. C'est un milieu difficile qui mobilise des équipements coûteux, donc qui coûte environnementalement et qui peut produire des dégâts, qui, comme il y a des partenaires publics et privés et des enjeux militaires ou géostratégiques, eh bien, il y a des risques d'exploration incontrôlée et de perturbations irréversibles. Je n'entre pas dans ces détails. D'où la question, est-ce que la fin, qui est la connaissance, en particulier la connaissance de ces milieux et de la biodiversité qu'ils préservent, est-ce que la fin justifie toujours les moyens ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'oser renoncer à l'acquisition de ces connaissances dans le contexte actuel ? Et, en tout cas, ça ne serait pas se condamner à la bêtise. Axel Kahn, qui a été président du comité d'éthique pendant quelques années, avant son décès, avait avancé ce principe de la connaissance différée, autrement dit d'un moratoire, qui permettrait justement d'être une mesure de prudence respectueuse de son objet. Cette question est d'autant plus, la fin justifie-t-elle les moyens ? Elle se pose d'autant plus que la valeur de la connaissance ne se traduit pas toujours au niveau de l'action politique. Hélas, on le sait. On le sait à propos du climat, on a quand même un certain nombre de connaissances amassées par le GIEC depuis les années 1990, d'où rien ne suit au niveau politique. Et cette inaction politique suscite des rébellions de la part des scientifiques, à juste titre. Mais alors, qu'en est-il de la vérité si elle ne fait plus avancer les mesures de protection de la planète ? Est-ce que c'est de l'inconscience, de l'hypocrisie ou des conflits de valeurs ? La question est d'autant plus aiguë qu'on est dans une situation, et je ne vous apprends rien, de déni de vérité. De déni de vérité, or on sait depuis des années que l'ignorance, on fait beaucoup de dégâts quand on ignore, beaucoup de dommages, mais après tout on est innocent. Tandis que quand on sait et qu'on ne fait rien, on n'est pas innocent. On est ce qu'on appelle un criminel. Est-ce que vous pouvez vous mettre bien devant les micros, s'il vous plaît ? Voilà. On est un criminel et c'est bien de cela que certains mouvements accusent Donald Trump aujourd'hui. Donc si on recommande, si on entreprend des recherches, il est urgent, il est capital de se focaliser sur les valeurs attachées à cette recherche, d'interroger les systèmes de valeurs de chacun des acteurs, puisque les acteurs sont multiples. Or, on n'a pas tous les mêmes intérêts de recherche.
Si les gens d'Ifremer ont des intérêts de connaissances fondamentales, les industriels ont d'autres intérêts, les États ont des intérêts géostratégiques, voire diplomatiques, etc., etc. Il est urgent d'expliciter ces enjeux, non seulement au début des programmes, mais tout au long de la recherche, parce qu'ils évoluent au fur et à mesure des programmes. Il est important de hiérarchiser ensemble ces priorités et de toujours placer en haut de l'échelle la préservation de l'environnement. C'est en tout cas l'avis du comité d'éthique que j'ai évoqué tout à l'heure. J'aborderai maintenant plus vite la question du statut juridique des grands fonds marins. Pourquoi ? Parce que, Sophie vient de l'évoquer, le statut actuel, c'est celui de patrimoine commun de l'humanité et il fonctionne plus ou moins bien. Il a de gros avantages et quelques limites. Je n'évoquerai pas le second parce qu'il est plus compliqué, mais je parlerai du troisième, la possibilité de donner une personnalité juridique aux grands fonds marins. Donc, patrimoine commun de l'humanité, on le sait, c'est le statut actuel qui remonte aux années 1960, dont l'objectif était de traiter les grands fonds marins comme bien commun de l'humanité, de manière à en encadrer l'exploration. On a vu les moyens qu'on s'est donnés, je n'y reviens pas, et les difficultés. La difficulté essentielle à mes yeux, c'est que parler de bien commun ou de patrimoine commun, c'est réduire le statut des grands fonds marins à la notion de ressources pour l'humanité. Deuxièmement, il y a une certaine ironie à traiter ce milieu qui est un des rares milieux sur la planète qui n'est pas complètement affecté par les humains, à le confier à l'humanité quand on sait que l'humanité ne se comporte pas toujours de manière respectueuse à l'égard de la planète. Donc c'est un petit peu, du point de vue éthique, ça pose un vrai problème. Pourquoi cet anthropocentrisme ? Pourquoi faire de l'humanité la gérante des grands fonds marins ? Elle n'est peut-être pas la mieux placée. D'où la question qui se pose, faut-il donner un statut juridique aux grands fonds marins ? Je sais, ça vous paraît complètement buesque. Et parler de droit des choses naturelles, ça semble toujours impensable avant d'être effectué. Parce qu'en réalité, ça a déjà été amorcé, ça a déjà été pensé, notamment cette Wild Law qui reconnaît formellement notre relation à la nature, aux océans en particulier. La Terre et les océans peuvent être considérés non pas comme des ressources à disposition de l'humanité, mais comme des habitats partagés entre humains et non-humains. Si on admet ce statut, à ce moment-là, on peut étendre le droit à des figures non humaines. Après tout, on l'a déjà fait. On parle bien aujourd'hui de droit des animaux, de droit des entreprises. Il existe un droit des bateaux et plus récemment un droit des rivières, puisque certains pays ont reconnu comme personnalité juridique des rivières, notamment, ou même la terre-mer, comme c'est le cas dans la Constitution de la Bolivie. En Nouvelle-Zélande, c'est la rivière Wanganui qui a été traitée comme personnalité juridique. Donc, c'est possible si on étend les procédures juridiques, c'est-à-dire si on reconnaît des droits que la chose lésée doit pouvoir intenter des actions en justice et qu'elle doit pouvoir demander réparation et que la réparation doit être effectuée à son profit. Il faudrait pour cela, par exemple, créer un fonds fiduciaire pour les océans. Géré par qui ? C'est ça le problème. La difficulté, c'est qui va être le porte-parole des océans. Dans le cas des rivières, Wanganui, etc., c'est les riverains ou c'est les citoyens. Mais justement, c'est un milieu non anthropisé.
Alors comment on va faire? Donc, c'est possible, c'est pensable, c'est pas facile. Donc, je dirais en résumé, s'il veut bien me laisser résumer, c'est pas grave. Je dirais en résumé que le comité d'éthique n'a fait aucune recommandation ni bonne pratique. Il a simplement étalé les problèmes et essayé de définir des pistes à creuser. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plus besoin d'innovation sociale et juridique aujourd'hui que d'innovation technique pour aborder ces questions-là. Et que ça doit être pensé au niveau de la société, au niveau du droit. On a besoin d'inventer et, bien entendu, ces inventions de droit ne se feront pas du jour au lendemain. Mais le droit a une capacité symbolique à changer les mentalités. Et j'ai confiance que dans quelques générations, c'est en instaurant des sujets de droit, les choses naturelles comme les océans en sujet de droit, on va peu à peu changer notre rapport au monde et en particulier aux océans. Ça prendra du temps, mais au niveau symbolique, ça change beaucoup les mentalités. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais... Alors, je regarde, mais je n'ai pas eu de questions qui nous ont été posées sur le chat. S'il y en a éventuellement dans la salle, il nous reste quelques minutes avec vous, Bernadette. Donc, je regarde si une main se lève. Alors, une main se lève tout en haut à gauche, s'il vous plaît. Alors, on va vous amener le micro. Attendez, ne bougez pas. On va le faire passer. Merci. Bonjour madame, je voudrais juste vous remercier pour votre extraordinaire intervention et c'est super qu'on puisse avoir accès à votre intervention en replay pour ceux qui n'ont pas la chance d'être présents avec nous. Moi, je voulais vous demander comment faire pour toucher les politiques, puisque ce sont eux qui sont décisionnaires. On a la chance effectivement d'être en France où on a une position stratégique par rapport à toutes nos côtes océaniques, localement ou plus dans les Outre-mer. On a, je pense, une source aussi de jeunes motivés qui se posent des bonnes questions aujourd'hui dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Comment est-ce qu'il faut créer des nouveaux métiers? Comment faire pour que votre parole soit entendue à tous les niveaux de la société finalement? Merci beaucoup. Oui, sur les moyens, il n'y a pas de recette. Et c'est une très bonne question. Comment traduire ces changements de rapport à la nature qui est en train de se jouer aujourd'hui, comment le traduire dans les faits, dans nos modes de vie et dans les institutions. Ça ne se fera pas en un jour. Ça ne se fera pas d'un coup de pouce, par une volonté politique. On voit bien que quand on fait un pas en avant dans les mesures écologiques, on fait 3 pas en arrière dès qu'il y a une manifestation ou dès qu'il y a un problème. Mais je pense qu'il y a une machine qui est en train et que nous avons, en tant qu'enseignants ou en tant que juristes, à beaucoup travailler pour que ce changement se fasse en 1 ou 2 générations, s'il est encore temps, si on n'a pas tout détruit en 1 ou 2 générations. C'est la question. Parce qu'il y a urgence quand même. Est-ce qu'il y a une autre question pour la dernière minute que nous passons ensemble avec Bernadette? La philosophie intimide toujours. Ça, c'est le drame. Bon, merci beaucoup, Bernadette, pour votre présentation.